Bonjour à tous ou bonsoir et bienvenue sur Télésud. Le retour de l'opposant en exil, le retour au pays, eh bien c'est toujours une promesse, une revanche, un défi. Et par exemple, le retour de l'ayatollah Khomeini à Téhéran, on fêtera dans quelques jours à Téhéran cet anniversaire de ferveur populaire. L'ancien président Gbagbo, qui prépare actuellement ses bagages, espère bien être accueilli, avoir un véritable comité d'accueil en arrivant à Abidjan, qui le vengera des années passées devant la Cour pénale internationale. Mais le modèle du genre, c'est évidemment le retour en wagon blindé de Lénine en Russie, juste avant la révolution d'octobre. Et sans aucun doute, Andreï Navalny avait ce précédent en tête quand il a débarqué à Moscou, quand il s'est embarqué d'Allemagne pour rentrer au pays. Et son retour a été aussi spectaculaire que son départ. Il avait quitté, rappelez-vous, la Russie en août dernier, dans le coma, sur une civière. Et après donc quelques mois de convalescence en Allemagne, il rentre au pays et au milieu des caméras, il a été d'abord détourné, son avion a été détourné, et ensuite il a été arrêté à son arrivée, car il s'est soustrait à son contrôle judiciaire, évidemment, puisqu'il avait été empoisonné au Novichok, et donc il n'a pas été pointé au commissariat 2 fois par semaine comme il l'aurait dû. On va parler de la Russie, qui semble impavide au milieu du monde qui change. On va essayer de comprendre ce qui est en jeu, ce que cherche Vladimir Poutine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait en Centrafrique. Et on va rejoindre Eugène Berg. Il est diplomate et essayiste. Il a été ambassadeur notamment en Afrique, en Namibie. Il a étudié à l'ENA, il a enseigné à Sciences Po. C'est un grand praticien des relations Est-Ouest, on pourrait presque dire un ancien combattant de la guerre froide. Et il a écrit « La Russie pour les nuls ». Bonjour Eugène Berg. La Russie pour les nuls n'a pas été traduit en cyrillique. Puisque vous vous occupez du dialogue, comme ça que vous favorisez la compréhension entre les peuples et l'amitié mutuellement profitable, est-ce qu'il ne faudrait pas écrire aujourd'hui, désormais, le monde occidental expliqué aux Russes ? Écoutez, c'est une question qui a taraudé l'âme, la conscience, la politique russe depuis des siècles. Le Russe s'est toujours demandé s'il était un Européen ou s'il était un Asiatique. Et finalement, il a conclu qu'il n'est ni l'un ni l'autre, qu'il est eurasiatique. Pour une théorie qui a été fondée pendant l'immigration, qui a été reprise. Et mon interprétation de l'histoire russe, que je développerai un jour, c'est que justement pour empêcher le dilemme, ils ont essayé de créer leur propre civilisation, qui a été la société marxiste-communiste, qui était une forme de paradis dans laquelle il fallait tendre avec un homme nouveau. Le Russe est un profondément croyant, il est inscrit dans la foi, dans la terre, dans les cieux. Et il a cru dans cet aboutissement, il a été évidemment déçu, il a été brisé, et il y a cru assez longtemps, pas tous bien sûr. Et donc c'est un petit peu, Russie et Occident est un thème éternel, il arrive à la naissance même de la Russie. Et le problème, c'est qu'après la chute de l'URSS, l'Occident s'était ouvert à la Russie se voyait admise comme un grand membre du post-Occident, de l'euro-atlantisme, et ça n'a pas marché. On n'a peut-être pas le temps de le développer, il y a eu des crises, il y a eu une mésentente à la fois avec l'OTAN, avec l'Union européenne, et puis évidemment les crises sont arrivées à propos de l'Ukraine, 2003, la Géorgie, ainsi de suite. Donc on a taclé de part et d'autre, il faudrait se pencher là-dessus de manière très détaillée et profonde, et disons qu'on a la sortie de cette période qui a été une période d'entente. En juillet 91, c'était remarquable. Gorbatchev demandait à Bush de l'aider comme un ami. Eh bien, tout ça, on en est très loin, malheureusement. Et est-ce qu'on le retrouvera avant des années? Voilà une grande perte pour le monde occidental élargi et pour la stabilité du système international. Pour revenir sur Navalny, est-ce qu'on s'exagère en Occident l'importance de cet opposant? Oui, on s'exagère quand même. Oui. Parce que, c'est vrai qu'il est le plus voyant, le plus seul, puisque Nemtsov a été tué, les autres ont disparu, beaucoup sont en exil, on ne parle pas de Khodorkovsky qui a fait 10 ans de prison.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sa notoriété a beaucoup augmenté. D'après les sondages de Levada, qui sont relativement neutres, il est, disons, accepté, approuvé par 20%, alors qu'il avait commencé à 2-3%, quand il a commencé vraiment ses activités. Donc, on s'exagère parce que c'est une figure de proue qui est relativement sympathique, qui sait agir, et donc, comme c'est pratiquement le seul qui est resté, on considère qu'il est à lui tout seul l'opposition. Alors, les autorités disent que son retour est un non-événement, mais elles sont quand même empressées de l'arrêter et de le jeter au cachot sous un prétexte absurde. Et on a l'impression qu'il a piégé quand même le Kremlin. Oui, en partie, puisqu'ils ne savent pas très bien comment, finalement, agir avec lui. Oui, Donc, cynisme. Souvenez-vous peut-être ce qu'a dit Vladimir Poutine lors de sa grande conférence annuelle. Si c'était nous qui l'avons fait, on l'aurait tué. Nous, on était des vrais professionnels. Ils ont été maladroits. Alors, devant Oui. le tribunal, Navalny a dit à ses partisans « N'ayez pas peur ». Et on voit son courage impressionne. Hein. Il est quand même assez frappant, ce type. Il a à la fois une présence physique, une femme très courageuse, très déterminée. Et ils semblent tous les deux décidés à aller jusqu'au bout. S'il est en prison, s'il avait été en exil, son prestige aurait diminué. Là, en prison, est-ce que son prestige augmente aux yeux des Russes, à votre avis? Je crois que oui. Oui, il augmente. Il y a une martyrologie dans le peuple russe, religieuse, révolutionnaire. Donc être martyr, c'est déjà arriver presque à la notion de sainteté chez le Russe, même si tout le monde n'est pas croyant. Il y a la sainteté religieuse et il y a le courage physique, les deux. Alors évidemment, c'est souvent lié, quoi. Et effectivement, il faut mettre dans le contexte. Il y a le contexte quand même de crise économique, du Covid, de peur. Et n'oublions pas qu'il y a les élections à la Douma en septembre, qui sont le premier grand rendez-vous, alors évidemment avant les élections présidentielles de 24, qui sont encore loin. Donc il y a effectivement étant donné que Navalny a une position intéressante sur l'échiquier politique, il veut rassembler toutes les forces hors Poutine, hors Russie unie, il représente effectivement un danger. Souvenez-vous, en 2013, il a eu 32% la mairie de Moscou. C'est presque le tiers. C'est considérable. Au moins pour et même Moscou, c'est pas la Russie. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les Occidentaux vont désormais prendre de ces nouvelles, vont réclamer aux yeux de l'Occident, aux yeux de l'étranger, ils passent pour une sorte de révusnik, de prisonnier politique, alors qu'en Russie, on le traite comme un délinquant, un escroc qui aurait détourné des millions d'euros de dons à son usage personnel. Mais on voit bien que le haut-commissaire de l'ONU a réclamé sa libération. Madame Ursula von der Leyen est incitée à renforcer les sanctions contre la Russie. Toutes sortes de chefs d'État réclament de ces nouvelles. C'est un caillou dans la chaussure de Poutine, cette affaire. Oui, maintenant on peut dire, puisque, souvenez-vous de ce qui est arrivé avec Khashoggi. Là, ça a été violent et finalement, au bout d'un an et demi, Trump, je ne sais pas ce que fera Biden, l'éponge est un peu passée parce que finalement, il y a un réel politique. Bon, quant à ce qui concerne la Russie, là aussi, je pense que les Occidentaux sont allés aussi loin. L'été, souvenez-vous, ils ont eu du mal à sanctionner parce que Emmanuel Macron voulait poursuivre son dialogue qui avait commencé à Brégançon. L'Allemande, intérêt économique, achat de gaz, Nord Stream 2. Souvenez-vous, à l'époque, on disait on va arrêter de Nord Stream 2. Même des hommes politiques allemands de poids responsables voulaient arrêter Nord Stream 2. Alors, pardonnez-moi, Genberg, mais il faut expliquer à nos téléspectateurs que Nord Stream 2, c'est un nouveau gazoduc qui donc apporte du gaz au nord de l'Allemagne et il manque à peu près, sur cet immense chantier, il manque une centaine de kilomètres. C'est ça, il manque de 100 kilomètres. Et on ne peut pas poser le dernier tuyau parce que les entreprises qui le feraient seraient immédiatement sanctionnées par les lois américaines qui, au nom de l'extraterritorialité, interdisent. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a un engin unique au monde qui arrive de Sibérie qui aurait dû, là aussi, il aurait dû achever les travaux. Pourquoi il ne l'a pas? Est-ce que c'est un problème de technique ou d'assurance? Toujours est-il que
l'Allemagne va recevoir 40% de son gaz de la Russie. Puisque Et alors, il faut dire, attendez, Eugène Berg, il faut expliquer que vous êtes un spécialiste aussi du pétrole, que vous avez vécu pendant des années dans le Grand Nord russe. Vous étiez le représentant de Total à Mourmansk. Et donc, vous avez vécu 5 ans là-bas. Et vous connaissez par cœur cette affaire-là. Les Occidentaux, les Américains ne veulent pas de Nord Stream 2 parce qu'ils ne veulent pas que les Européens soient dépendants du gaz russe. Oui, non, il y a cette raison-là. C'est un prétexte ? Oui, il y a cette raison-là, mais n'oubliez pas, ça va peut-être changer, la deuxième raison, c'est qu'avec le gaz de schiste, où il y a d'énormes réserves qui ont été créées, et donc ils ont commencé à vendre, peu de gens sont connus, ils vendent du gaz à la Pologne. La Pologne veut acheter quasiment du gaz américain, ne plus acheter des gaz russes, qui est à sa porte. Un gaz russe qui est moins cher finalement, parce qu'il faut liquéfier le gaz américain. Et attention, le gaz de schiste, il est mauvais pour l'environnement, il tue la nature en quelque sorte, et il est coûteux. Alors le gaz de schiste, c'est très compliqué, le gaz de schiste était rentable quand le baril était à 80, il est tombé, maintenant il a repris $60. Mais la partie n'est pas gagnée. Donc c'est un bras de fer extrêmement compliqué entre Arabie Saoudite, Russie qui s'allie pour tuer le pétrole et le gaz de schiste américain pour ne pas qu'ils soient des concurrents, et alors qu'il y a énormément de réserves, et en même temps, il y a ce bras de fer. Donc il y a un problème économique et un problème géopolitique qui se réunissent tous les deux. Et la Russie est au milieu de ce conflit géopolitique, et le gaz est important, puisque par rapport au pétrole, je ne parle pas du charbon, c'est le moins polluant, et les ressources sont importantes. Donc alors, là aussi... La Russie détient à peu près 30% des réserves mondiales. 23%, ce qui est énorme. Et elle est donc, elle reste extraordinairement dépendante. Son économie reste une économie de rente, en fait. Poutine n'a pas réussi à changer ça. Tout à fait, tout à fait. Disons que, sans compliquer, gaz, pétrole, matières premières, c'est à peu près les 2/3 des exportations russes. Si vous ajoutez l'armement et puis un peu de ça, la Russie est malheureusement pour elle une structure de pays en voie de développement. Elle vend des matières premières et elle achète des ordinateurs et des portables en Chine ou en Corée. Donc elle n'a pas réussi sa mutation technologique 30 ans après la chute de l'URSS, ce qui est quand même un aveu, malheureusement. Elle a des chercheurs, mais qui sont partis. Donc là aussi, on peut dire, 30 ans, c'est malheureusement... Et d'ailleurs, Poutine ne se trompe pas, hein. Il le dit très bien, on décrochera de la course et on ne sera plus parmi le peloton de tête si on ne rénove pas notre recherche-développement. Alors aussi, regardez, je ne vais pas vous donner des chiffres, recherche-développement, c'est 1,5% du PIB. Israël, c'est 4,25, la Corée, c'est 4,30. Donc là, il y a un immense effort à faire et il n'y a pas les ressources. Il n'y a pas les cerveaux, malheureusement, puisque la population n'est pas tellement importante, ce n'est pas le réservoir. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder objectivement. Il y a l'armement. On va en parler de l'armement parce que on va évoquer la présence de la Russie en Afrique, et la Russie vend énormément d'armes en Afrique. Mais d'abord, je voudrais qu'on évoque quand même l'actualité de ces derniers jours a été marquée par l'arrivée aux affaires donc, de l'équipe Biden. Est-ce que ça change quelque chose pour Vladimir Poutine et pour la politique russe? Écoutez, le premier test va être le fameux accord START 2 qui expire dans quelques jours, le 5 février, qui réduit le nombre d'ogives et de porteurs. Ça a été signé par Obama en 2009, ratifié. Moi, je pense personnellement qu'ils vont le prolonger, ils n'ont pas le temps de renégocier, ils vont peut-être prolonger pour une période intérimaire, 2-3 ans. C'est comme pas très bien de commencer un nouveau mandat avec un clash. Mais après, on verra. Parce que tout le monde veut introduire la Chine ne veut pas, la Russie est réticente, les Américains. Bon, ça, c'est le premier problème. Le deuxième, connu, lorsque M. Biden était vice-président, il s'occupait toujours de politique extérieure, il a dit en 2011, j'étais à Moscou, c'était le jour des grandes manifestations, il a dit « j'espère que Poutine ne se présentera plus à la présidence ». Et finalement, Dimitri Medvedev a restitué son fauteuil. Donc, et en même temps,
il a dit, ses adjoints ont dit que l'ennemi, le compétiteur principal, c'est pas la Chine, c'est la Russie. Alors, est-ce qu'il reviendra sur le contrôle? Ça paraît absurde comme réflexion, parce que la Russie prétende parler d'égal à égal avec la Chine et avec les États-Unis, alors qu'elle a finalement la puissance de la Grande-Bretagne ou de la France. Empire, oui. On voit bien qu'il y a un surmoi qui est à l'œuvre et qu'il y a une nostalgie de l'époque où il y avait deux super grands, de l'époque de la guerre froide finalement. Hein. Mais bon, que les Américains fassent cette fixation sur la Russie, ça paraît très curieux, comme s'il y avait un État profond qui ne voulait pas changer de perspective et qui ne voulait continuer à nier l'avènement donc d'une grande puissance qui est la puissance chinoise. Non, vous avez raison, je crois que c'est très pertinent. Bah, vous savez, il y a la force des habitudes et le fait que quand même l'arsenal russe est quand même important. Il est plus important peut-être. Je ne vais pas vous donner des chiffres. Au point de vue ogive nucléaire, il a été en parité pendant longtemps par les États-Unis. Il est resté. Donc le dialogue avec la Russie, il est politico-stratégique. Il n'est pas. Et puis le gaz. Là aussi, n'oubliez pas, il y a quand même l'arme des hydrocarbures et l'arme du nucléaire et de l'armement. Voilà les deux atouts de la Russie. C'est ça qui leste la relation américano-russe à tel point que rien ne permet de s'en affranchir, que ce soit Donald Trump, que ce soit Biden, quels que soient leurs affects personnels, finalement, la confrontation est toujours la façon de dialoguer. Non pas la confrontation, mais vous avez raison, mais c'est un peu toute proportion gardée d'autres pays que je ne citerai pas, qui sont surdimensionnés en politique extérieure par leur économie, alors que l'Allemagne, c'est le contraire. Elle est une économie très puissante et elle ne veut pas guider le monde, guider l'Europe. Elle est restée modèle. Le Japon, pareil. La Russie, effectivement, la Russie, je ne dirais pas qu'elle a un pouvoir de nuisance, mais regardez, et ça, c'est quand même Poutine qui l'a fait, il est très habile, avec les moyens que vous énumérez qui sont relativement limités économiquement. Il est en Syrie, il est en Libye, il est en RCA, il vend des armes, il a ses mercenaires, il suffit de quelques centaines, il a des bonnes relations avec l'Iran, il a des rapports économiques via les SS-400 et puis l'arme avec les centrales nucléaires en Turquie. Donc, la Russie est un joueur d'échecs très bien. Il a quelques pions, c'est-à-dire l'armement, les hydrocarbures, les mercenaires, et puis les centrales nucléaires. Ils vendent beaucoup de centrales nucléaires. C'est du lourd tout ça, c'est du lourd. Voilà un petit peu. Et ça, ils l'utilisent à fond. Voilà, c'est les armes. Ils savent jouer de leurs atouts. Mais dites-moi, Eugène Berg, est-ce que vous croyez, vous, personnellement, qui parlait russe, qui écrivait russe, qui connaissait par cœur la Russie, est-ce que vous croyez, quand vous parlez de la capacité de nuisance de Moscou, que les Russes ont réellement essayé d'influer sur l'élection américaine à travers ces piratages informatiques? Est-ce qu'ils ont vraiment essayé de peser sur le choix du président? Malheureusement, je ne sais pas. Je peux simplement m'évader avec le passé. Khrouchtchev a dit qu'il a fait élire Kennedy. Il s'en est même pas caché. Et pareil, donc il a dit voilà, j'étais contre Nixon et pareil, il a fait élire Brandt. Je suis en train d'écrire là-dessus. Et il s'en est pas caché. Le KGB, tout le monde a voulu absolument abattre la CDU. Et donc, là aussi, c'est peut-être des habitudes qui ne se perdent pas. Mais comme les Américains ont aidé Yeltsin à gagner contre les communistes en 96 et ainsi de suite. Mais c'était il y a 60 ans. C'était il y a 2 générations. Oui, mais je crois que oui, mais les gens ne perdent pas l'habitude. Ils se transmettent non. Sur l'intervention. C'est des réflexes conditionnés. Vous évoquiez l'Afrique. Il y a eu la réélection contestée du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui est contesté par l'opposition et qui est combattu par une alliance de missiles. Et ça a attiré l'attention sur la situation en Centrafrique. La présence russe ne suffit pas, la présence de mercenaires russes sur place ne suffit pas à stabiliser ce petit pays.
Oui, non, d'abord il faut voir, je crois qu'il faut éclairer pourquoi la Russie est en Afrique. Bon, la Russie l'a été, elle est complètement sortie après la chute de l'URSS, et elle poursuit finalement, c'est ce que j'appelle, elle veut devenir une puissance transrégionale, macro-régionale. Elle veut plus être confinée dans son espace eurasiatique. Elle a essayé avant, maintenant elle reprend une deuxième tentative avec des moyens diminués, certes. Mais ce qu'elle cherche en Afrique, c'est finalement, bon, elle cherche des minerais, parce qu'elle est forte, hein. Il ne faut pas oublier que la Russie est le deuxième producteur de diamants. Elle a des grandes sociétés minières, sociétés pétrolières, Rosneft, gaz. Elle vend des armes et elle a les mercenaires qui servent de garde pétrolienne à quelques chefs d'État. Et donc, avec des moyens relativement limités, elle compte sur la scène internationale, ce qui lui permet de déborder les tensions vis-à-vis de l'Europe. Donc, elle fait un travail de débordement et elle est présente. Et en même temps, il ne faut pas oublier je ne dirais pas qu'elle contre la Chine, elle ne veut peut-être pas laisser la Chine toute seule, puisque beaucoup de gens s'intéressent à l'Afrique. La Turquie, bien évidemment, à la Libye, à d'autres. L'Inde, peut-être moins, le Brésil, les États-Unis s'en retirent, on verra. Donc, l'Afrique, bon, c'est quand même 30 millions de kilomètres carrés, 1,5 milliard d'habitants, une classe moyenne qui se développe. Ce sont des marchés, ce sont des amis, je ne dirais pas des clients. Alors, la Russie, en puissance, se doit d'être en Afrique, alors que pour elle, c'est plus difficile d'être en Amérique latine, à part Cuba et le Venezuela. Alors qu'en Afrique, avec peu de moyens, vous êtes présent et vous êtes influent. C'est-à-dire qu'ils sont présents, mais ils ne cherchent même pas à faire du développement économique. On a l'impression qu'ils n'y croient même pas. Et puis, ils ne donnent pas de leçons de morale aux gouvernants, de morale démocratique. Ils ne cherchent pas à imposer des valeurs. Ils ne jouent que la stabilité. Il n'y a que la stabilité qui semble intéresser M. Poutine. Stabilité, influence et avoir son groupe d'amis et son groupe de... Oui, et d'ailleurs, regardez, il y a eu à Sochi en 19 pour la première fois un sommet franco-russe qui a... Avec les dirigeants africains sont venus donc sur oui, les bords de la mer 34, Noire 37. avec le président Poutine. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Mais donc, il donne l'impression, Vladimir Poutine, dans cette affaire africaine, de ne pas du tout chercher à lutter contre la corruption, à s'ingérer dans les affaires intérieures. Il n'a pas du tout ni la ligne totalement opportuniste des Chinois, ni non plus la ligne des Occidentaux. Il a sa propre... non, bien sûr. Bien sûr, non. Vous savez, leur dogme, c'est non-intervention dans les affaires intérieures. Pour eux, Navalny, c'est une affaire intérieure, on n'a pas à s'en occuper. Donc il est le premier vendeur d'armes en Afrique. Oui. Et il a obtenu une base au Mozambique, c'est important ça, la base navale. Oui, on me dit qu'il voulait obtenir une base en Djibouti. Les Américains se sont un petit peu opposés. Tout le monde a une base au Djibouti. Oui, enfin, c'est pas une base, hein, c'est juste un petit relais. C'est une facilité en fait, oui. Non, facilité, mais ça prouve qu'effectivement, la région de l'Indo-Pacifique et toute l'Est de l'Afrique intéresse la Russie. Et à la fois, je dirais pas, tout le monde s'intéresse. C'est l'aboutissement des routes de la soie. Donc, là aussi, la Russie, pour compter sur la scène internationale, pour justifier son siège, pas justifier, elle se doit d'être en Afrique. Elle est présente déjà au Moyen-Orient, sa porte. Elle revient au Pacifique. J'étais en poste Pacifique, j'ai même écrit mes voyages en Pacifique. Le Pacifique, c'était les sous-marins soviétiques sortaient de la Syrie, et ils étaient tracés par les Américains. Le Pacifique était un immense domaine. Les sous-marins et les pêcheurs, j'ai les pêcheurs de Mourmansk, ils ont pêché du crabe. Ils ont complètement abandonné le Pacifique. Ils ont fermé les relations diplomatiques et ils ont rouvert au Fidji. Il ne faut pas oublier que maintenant, la Chine veut pratiquement mettre la main à une partie du Pacifique. J'ai écrit ça en 2005. Et la Russie aussi. Vous voyez, c'est toujours mon optique. On veut être une puissance macro-régionale, pas uniquement une puissance régionale, être dans le peloton de tête, c'est-à-dire dans les trois premiers. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie, France, Grande-Bretagne, Allemagne, et ainsi de suite. Mais nous sommes encore, on est un peu
le troisième ou le deuxième piste. Combien de temps? C'est le grand défi. Ça, effectivement. Merci infiniment, Eugène Berg. On voit bien la bascule du monde et tout est clair. Et le jeu de la Russie qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas oublier. En fait, la guerre froide n'a jamais cessé et ne cessera jamais, si on vous suit bien, hein, si on vous suit. Tout à fait. Alors oui, je commence par là. La guerre froide, pour moi, j'ai écrit, c'est la continuation de l'équilibre des puissances qui a commencé avec la France lorsqu'elle est l'Italie. Dès que vous avez une puissance importante, les autres se coalisent pour la contrebalancer. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs. Eh bien, ça a joué pendant la guerre froide et ça continue. C'est un affrontement de puissances. Simplement, avant, elle était politico-idéologique et maintenant, elle est à la fois idéologique, puisque la Chine veut montrer que son système est meilleur. C'est lui qui a vaincu le Covid, c'est lui qui contrôle mieux sa population et qui a la croissance. Donc, mon modèle est supérieur. Je ne l'impose pas aux autres, comme le marxisme avant, mais je montre qu'il est attractif et essayer de l'adapter. Et donc, par contre, maintenant, il y a une immense compétition qui est évidemment technologique. C'est le fameux plan Chine 2025-2030. Et là, on a une nouvelle compétition. Faute de mieux, on l'appelle guerre froide. En fait, il y a eu 3 guerres froides. Il y a eu la première, jusqu'à Cuba à détente. Il y a eu la nouvelle guerre froide après l'Afghanistan, la deuxième guerre froide. La troisième après l'Ukraine. Et maintenant, il y a une quatrième qui est sino-américaine et qui, elle, tout vraisemblablement, va durer encore un quart de siècle. Et donc, comment elle se terminera? On va suivre ça avec passion. Voilà. Merci infiniment à vous de nous avoir guidés dans ce labyrinthe. Voilà. Merci Eugène Berg. Ainsi va le monde sur Télé Sud. Rendez-vous la semaine prochaine.